C'est notre voisin le plus proche, le second objet le plus brillant de notre ciel. Nous savons que la lueur de la Lune est un reflet du rayonnement du Soleil et que des hommes ont marché sur sa surface. Pourtant, la Lune est toujours un mystère. D'où vient-elle? Pourrions-nous y vivre? Pour tenter de percer le mystère de notre seul satellite naturel, nous devons voyager vers d'autres planètes et d'autres satellites. À la limite du système solaire, la planète Pluton et son satellite Charon, photographiés en accéléré par le télescope Hubble. Dans cette séquence simulée, ils ne sont séparés que par 19 000 km. Pluton est la plus petite planète du système solaire, plus petite que notre Lune, et à peine 2 fois plus grande que Charon. Au sens strict du terme, Charon n'est pas en orbite autour de Pluton. Ils sont tous les deux en orbite, autour de leur centre de gravité commun. Doit-on parler d'une double planète ou d'un satellite et d'une planète? Et voici un autre satellite. On pensait que seules les planètes avaient des satellites, jusqu'à ce que l'on découvre ce rocher en orbite autour de cet astéroïde. L'astéroïde Ida mesure 56 km de long et le satellite Dactyle moins de 2 km. Ce minuscule satellite est probablement un morceau de l'astéroïde Ida qui s'est détaché lors d'une collision. Il reste aux astronomes à déterminer si c'est un satellite. Et qu'est-ce que c'est si ça n'est pas un satellite? Un satellite doit-il être inactif? Et s'il déborde d'activité? Le système solaire est riche en satellites de toutes sortes. Io, par exemple, où des panaches volcaniques jaillissent à plus de 300 km de la surface. Plus grand que Pluton, Io est en fait un satellite. La découverte de ces éruptions fit sensation en 1979 quand des sondes spatiales visitèrent Jupiter. Des 9 planètes du système solaire, 2 n'ont pas de satellite, les 2 plus proches du Soleil. Mercure, dont la surface est desséchée par la chaleur, n'est pas plus grande qu'un satellite. Elle n'a connu aucune activité depuis des milliards d'années. À l'opposé, Vénus subit les tempêtes et les remous d'un climat épouvantable, mais elle aussi voyage seule. Ce n'est pas le cas des planètes géantes. Voici Jupiter et son cortège de satellites. Jupiter, la 5e en partant du Soleil, la plus grosse des planètes, a 4 satellites plus gros que Pluton. Au total, 16 satellites orbitent autour de Jupiter. Vus par voyageurs, 2 satellites et leurs ombres. Lancés en 1977, les sondes Voyageur 1 et 2 ont mis 2 ans à atteindre les satellites de Jupiter. Voici Callisto, le plus extérieur des 4 grands. Sa surface accidentée est constellée de cratères d'impact. La formation la plus spectaculaire est Valhalla, un bassin de 3000 km de diamètre représenté sur cette vue d'artiste. Valhalla a subi l'impact d'une météorite il y a des milliards d'années. Ailleurs, des cratères plus petits recouvrent d'immenses zones, témoignage d'un bombardement incessant pendant les premiers temps du système solaire. Callisto est resté figé dans le temps.
Callisto ressemble peut-être à notre Lune, mais ses cratères sont brillants, car ce monde n'est qu'une boule de glace autour d'un noyau rocheux. Quittons Callisto pour aller visiter Ganymède. Nous survolons le plus grand satellite du système solaire. Il est troué de nombreux cratères, mais aussi recouvert de rites étranges. On pense que ce sont des fractures où l'eau s'est infiltrée et a gelé. À moins de 230 degrés, la surface de Ganymède est une croûte gelée de 300 km d'épaisseur. En dessous, un manteau de glace entoure un noyau rocheux. Au contraire de Callisto, Ganymède a évolué. Vu de Ganymède, Jupiter domine le ciel. Jusqu'à Voyageur, nous ne savions pas que Jupiter avait un anneau. Un halo de poussière, comme du talc. Les points clairs en orbite dans le plan de l'anneau sont d'autres satellites de Jupiter. Et voici le Soleil. Ici, ce n'est guère plus qu'une étoile qui brille à plus d'un demi-milliard de kilomètres. Le troisième satellite de Jupiter, par la taille, est Europe. Un satellite lisse comme un œuf. Sa surface ne présente aucun cratère. Europe est probablement un immense océan recouvert d'une mince couche de glace. De telles structures apparaissent aussi sur Terre, là où la mer gèle et fond de manière répétée. S'il y a une autre forme de vie dans le système solaire, ce sera ici qu'on la découvrira. Au XXIe siècle, des sous-marins robotisés plongeront sous la glace de cette planète pour tenter de percer son mystère. La vie sur Terre a commencé dans les océans. Aujourd'hui, elle continue à se développer dans les eaux de l'Arctique et de l'Antarctique. Alors pourquoi pas dans les mers d'Europe? C'est une perspective fascinante. Si Jupiter était une étoile, Europe serait une planète au lieu d'être un œuf hermétiquement clos. Seul le temps et les astrobiologistes pourront nous apprendre s'il abrite une forme de vie. De tous les satellites de Jupiter, celui-ci est le plus exotique. C'est Io, le plus proche des 4 grands satellites galiléens. Au début, il a intrigué les savants. Pas de cratère, pas de glace, il ressemblait à une pizza. Mais les images de voyageurs révélèrent la vérité de sa structure géologique. Le rouge de ce satellite est du soufre. C'est le corps céleste qui présente la plus intense activité volcanique jamais observée. La surface est ponctuée d'éruptions incessantes. Des volcans de la taille du Colorado crachent des panaches de gaz d'une hauteur monumentale. L'astre tout entier est en pleine activité. L'activité volcanique entraîne un remodelage incessant de la surface. La cause en est l'attraction combinée et opposée de Jupiter et Europe. Io est comme une balle de tennis sans cesse comprimée. Le résultat est une extraordinaire chaleur interne et des éruptions incessantes par toutes les fissures de la croûte. Sa surface est essentiellement constituée de soufre. Uranus, la 7e planète du Soleil, est un géant entouré de 11 anneaux. Ils furent comptés lors du passage de Voyageur 2 en 1986. À cause du manque de contraste, il est difficile de voir les anneaux à partir de la Terre. Voyageur a analysé leur formation.
Ce sont des particules de glace aussi petites qu'un grain de poussière ou aussi grandes qu'une maison. Les anneaux sont peut-être les restes de satellites ayant explosé. Les débris d'un impact avec un corps de la taille de la Terre. La même collision est peut-être responsable de son axe de rotation particulier. L'axe de rotation de la planète est basculé de 98 degrés par rapport à la verticale au plan de l'orbite autour du Soleil. Ici, le Soleil est ce point de lumière au-delà de Voyageur. Un gros plan des anneaux et de quelques satellites. Ces images ont été traitées par ordinateur. En réalité, les anneaux sont noirs. Uranus a 15 satellites. En 1989, la saga continue et Voyageur atteint la lointaine Neptune. Personne ne savait si Neptune avait des anneaux ou seulement des arcs, des anneaux partiels. Voyageur a élucidé le mystère. Neptune a bien des anneaux, et les arcs ne sont que les parties les plus épaisses de ces anneaux. La sonde confirma la présence de 5 anneaux et de 8 satellites, mais ce n'était rien comparé à Saturne. Saturne est sans conteste le seigneur des anneaux. Au début des années 80, Voyageur mit fin à des siècles de spéculation. L'astronome Galilée avait observé des objets intrigants en 1610, mais ce n'est que 50 ans plus tard que les anneaux furent identifiés en tant que tels. Jusqu'à Voyageur, les astronomes pensaient que Saturne n'avait que 6 ou 7 anneaux. En fait, il y a 7 anneaux principaux, chacun formé de centaines d'anneaux plus petits. Voyageur a non seulement prouvé que les anneaux n'étaient pas solides, il a aussi identifié leur nature. Ils sont formés de milliards de particules de glace, un mélange céleste qui comprend également des silicates et de l'oxyde de fer. Les images de Voyageur révélèrent les espaces entre les anneaux principaux. L'animation montre un seul anneau, composé d'une importante quantité de petits satellites en orbite, grands comme des voitures. En plus de ces anneaux, Saturne entraîne 18 satellites. Voici le plus gros, Titan. En orbite à plus d'1 million de kilomètres du géant gazeux, Titan présente une atmosphère de brouillard orange, 1,5 fois plus dense que la nôtre. Titan est plus gros que Mercure. C'est un monde de lacs de méthane et de neige d'hydrocarbures. Comme la Terre en état de congélation avancée. La composition chimique de Titan est peut-être semblable à celle de la Terre quand la vie y est apparue. Au début du XXIe siècle, un vaisseau spatial du nom de Cassini fera route vers Saturne et ira explorer Titan. Cassini lâchera une sonde qui pénétrera le linceul qui entoure Titan. Elle apportera des informations que Voyageur n'a pu fournir. Elle se posera doucement sur la surface de la planète. La sonde analysera les possibilités d'une colonisation future par les hommes. Revenons aux années 80. Quand Voyageur survola Saturne, ces petits satellites furent clairement photographiés. L'un d'eux, Encélade, mesurait 510 km de diamètre.
Grâce à Voyageur, nous pouvons examiner sa double personnalité. Par endroits creusés de nombreux cratères, sa surface est ailleurs parfaitement lisse. De l'eau semble avoir jailli à travers des fissures, puis avoir gelé. Comme Io, le satellite de Jupiter, il semble avoir subi des déformations par effet de marée. En route vers Uranus et son satellite le plus étrange. Voici des photos de Miranda prises par Voyageur. Monde au paysage déchiqueté, Miranda est un exemple d'activité géologique débridée. Un assemblage hétéroclite de glaciers et de canyons. Et encore plus étonnant, ces falaises de glace hautes de 19 km. Imaginez que vous vous teniez à leurs pieds et que vous contempliez Uranus, véritable colosse de l'espace. Si un homme sautait du haut de ces falaises, du fait de la faible gravité, il lui faudrait 12 minutes et 30 secondes pour atteindre le sol. Voyageur nous entraîne maintenant vers le plus grand satellite de Neptune, Triton. Grâce à leur moteur, les sondes se sont alignées soigneusement pour prendre les meilleures photos possibles. Triton avait l'air bizarre, couvert d'étranges lignes entrecroisées. Ce sont des éruptions gelées, la surface la plus froide connue, striée de lignes noires. Et encore plus étrange, un geyser d'azote, sa queue soulignée de noir. Le Soleil est distant d'environ 5 milliards de kilomètres. Pourtant, il est assez fort pour faire fondre la surface gelée de Triton. Des jets d'azote grèvent la croûte figée. Ils s'étendent sur plus de 250 km, portés par les vents, et s'élèvent à 12 km d'altitude. Triton est extraordinaire et témoigne de la grande variété des satellites. Le système solaire en compte des centaines. Deux des plus petits satellites sont en orbite autour de notre voisine, Mars, la planète rouge. Ces satellites de Mars sont peut-être des astéroïdes capturés. Ils mesurent moins de 24 km de diamètre. Ces rochers, en forme de pommes de terre, s'appellent Phobos et Deimos. Dans les années 80, les Soviétiques envoyèrent 2 vaisseaux pour explorer la surface de Phobos. Hélas, ils ne l'atteignirent jamais. Pourtant, ils réussirent à prendre quelques photos. Au cours du XXIe siècle, des hommes exploreront Mars. Quand ils repartiront, Phobos et Deimos leur serviront peut-être de relais au cours de leur voyage. Notre satellite, la Lune, est d'une grande placidité comparée à d'autres satellites plus exotiques. La Lune est d'une taille moyenne. Le disque lunaire n'est pas plus grand que les États-Unis. Elle présente toujours la même face à la Terre, et nous ne voyons jamais son autre face. Donc, même quand une seule partie de la Lune est éclairée, nous voyons toujours les mêmes formations, aux mêmes endroits. La Lune est stérile, inerte et dépourvue de toute atmosphère. Pendant la journée, les températures grimpent à 120 degrés et la nuit, elles tombent à 120 degrés en dessous de zéro.
L'exploration de la Lune a commencé en 1994. Une minuscule sonde, Clémentine, a cartographié sa surface comme jamais auparavant. Voici les photos prises par Clémentine alors que la sonde tournait en orbite autour de la Lune. Nous survolons le cratère Antoniadi. Creusé par un impact de météorite, il y a presque 4 milliards d'années, Antoniadi mesure 1160 km de diamètre. D'autres cratères plus petits ont été creusés dans ses parois, préservés dans le vide de l'espace, à l'abri du vent et de l'eau. Survolant le pôle sud de la Lune, Clémentine a pris ses photos en accéléré. En gros plan, on voit de longues ombres qui tournent en suivant la rotation de la Lune sur son axe. Elles sont projetées par le Soleil sur le relief de la Lune. Un autre vaisseau spatial, Galileo, a profité d'un effet d'élan gravitationnel entre la Lune et la Terre pour gagner de l'impulsion dans son voyage vers Jupiter. Au cours de son périple, Galileo nous a offert une nouvelle perspective. Les premières images de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace. Galileo et Clémentine ont tous les deux pris des images de la Lune avec des équipements spéciaux. Une fois coloriées, ces images montrent les différents minéraux à la surface de la Lune. Un guide pour les futurs prospecteurs qui, un jour c'est certain, exploiteront la Lune. Clémentine nous a donné les premières vues détaillées des régions polaires de la Lune. Grâce aux ordinateurs, nous pouvons survoler ces zones obscures. Comme presque toute la surface de la Lune, les pôles sont creusés de cratères, témoignage des tirs de météorites et d'astéroïdes qui ont bombardé le système solaire au début de son existence. La Lune elle-même est peut-être ce qui reste d'une collision avec la Terre voisine et nouvellement formée. Aucun homme ne s'est posé sur la Lune depuis les missions Apollo. Mais au XXIe siècle, de nouveaux explorateurs viendront de la Terre. Notre première base permanente dans l'espace sera sur la Lune. Sur la face cachée de la Lune, des astronomes et des radioastronomes établiront une base idéale pour leurs observations, à l'abri des distorsions causées par la Terre. Un jour, dans des dizaines d'années, nous enverrons des vaisseaux sur les satellites des autres planètes. Nous irons nous promener sur Triton, le satellite gelé, et nous admirerons la planète Neptune. Et à la limite ultime de notre système, nous résoudrons le mystère de Pluton. Est-ce une double planète ou une petite planète avec un gros satellite? Nous le saurons au XXIe siècle, lorsque les premières sondes atteindront ces régions reculées.